Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur la brillante, ou du moins après sa brillante participation au forum sur la gestion des réserves de change en partenariat avec la Banque mondiale et les banques centrales africaines, des efforts en matière d'inclusion financière, la réhabilitation de son siège, la modernisation de ses outils de travail et la commémoration de la création de la monnaie nationale par le lancement d'un nouveau billet de 50 ouguiya, la Banque centrale de Mauritanie vient de prendre des décisions importantes relatives à l'organisation des services et moyens de paiement électroniques. Bien que reliés aux services financiers, les termes compte de paiement, compte bancaire traditionnel et banque en ligne prêtent souvent à confusion. En effet, chacun de ces termes est défini par des aspects spécifiques du domaine financier avec des avantages à l'appui. Dans notre pays où le numérique est en train de prendre le dessus et où la plupart des citoyens effectuent leurs transactions par application sur leur téléphone, il est important de comprendre ce qui a motivé les décisions de la Banque centrale de Mauritanie et de connaître la différence entre un compte de paiement, un compte bancaire et une banque en ligne. Ceci dit, nous allons analyser au cours de ce numéro de Zoom sur les objectifs de la BCM et les raisons ayant motivé les différentes limites fixées pour les transferts d'argent, les paiements aux commerçants, les recharges de téléphone et bien plus encore. Pour répondre à nos questions, nous recevons sur notre plateau ce soir Madame Mariam Mentezain, directrice générale de la supervision bancaire et financière, et Madame Lal El-Qaoud, directrice générale de l'inclusion financière, toutes deux à la Banque centrale de Mauritanie. Merci pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Et pour commencer, qu'est-ce qui a motivé ces mesures, ces décisions de la Banque centrale de Mauritanie? Donc, merci à vous, merci à cette invitation qui nous permet un peu d'aborder ces sujets très importants au niveau de la Banque centrale. Et effectivement, comme vous l'avez dit, nous évoluons dans un contexte réformiste au sein de la Banque centrale. Il y a des efforts énormes en termes d'infrastructures, de modernisation du secteur financier et en termes de régulation et d'application effective de la réglementation, de la discipline qui s'installe maintenant dans le secteur bancaire et financier à travers la mise en application effective des mesures prévues par la réglementation. Il y a toute l'infrastructure financière, donc ma collègue va vous en parler davantage, leur TGS, donc quand on parle des moyens de paiement, leur TGS qui un peu organise le règlement BRICS des montants, des grosses transactions en temps réel, la CH qui organise aussi le lot en paiement, et en dernier, disons, un sommet en termes de nombre de bénéficiaires, il y a les banking et les paiements via le mobile, le wallet, etc. Donc la Banque centrale effectivement a fait de la régulation dans ce secteur. Et donc, il y a des projets en cours d'interopérabilité et autres. Donc, le moment, c'est le texte, c'est l'organisation du secteur, c'est l'assainissement, c'est la préparation donc de la mise en application de ces textes. Donc, les wallets, donc, c'est en quelque sorte l'outil qui est utilisé par une large éventail de la population. Et donc, ça mérite donc l'attention de le réglementer, de l'organiser. Et donc, c'est une révision d'un texte qui était un peu complexe à l'époque, en 2022, qui a pris un temps d'application. Il s'est avéré que c'est un texte un peu complexe en termes de niveau, en termes de QIC, en termes de plafond. Donc, les plafonds étaient trop bas. En 2022, les plafonds étaient trop bas. Il y avait des opérations à 3 000 parfois, à 6 000, à 100 000. Donc, le nouveau texte rehausse les plafonds déjà et organise les QIC appropriés et organise aussi, consolide un peu le niveau
les niveaux d'identification et les niveaux de plafond. Ces mesures, en quoi elles s'imposent aujourd'hui? Et ces textes vont-ils impacter l'inclusion financière? Mais avant de répondre à cette question, pourriez-vous nous parler de l'inclusion financière? Avons-nous avancé sur la stratégie nationale de l'inclusion financière? Comment les réformes vont-elles être gouvernées? Quel est l'état actuel de ces réformes? Merci beaucoup à votre émission, à la TVM, de nous avoir donné cette opportunité ce soir d'échanger de l'inclusion financière et de la réforme de la Banque centrale qui lui est étroitement liée. Donc, bien évidemment, ces réformes vont impacter l'inclusion financière positivement, dans le sens où nous avons commencé l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'être ici à votre plateau pour vous parler des travaux qui étaient en cours. Donc, nous avons commencé par une analyse de l'offre financière, c'est-à-dire qu'est-ce que les institutions financières offrent aux populations. Deuxièmement, nous avons fait une analyse aussi de la demande, c'est-à-dire comment le consommateur mauritanien voit cette offre par rapport à ses besoins et quels sont d'ailleurs ses besoins. Donc l'offre versus la demande. Et suite à ces différentes analyses qui nous ont pris une bonne partie de l'année dernière, nous avons commencé une réforme ambitieuse basée sur une ambition ferme et une volonté de la Banque centrale et du gouvernement de lever tous les obstacles à l'inclusion financière. Donc, vous savez, nous sommes dans un pays vaste, à 3 habitants par kilomètre carré, ce n'est pas beaucoup. Donc, cette vastitude du territoire fait que le secteur financier ne peut pas répondre à l'ensemble de la population, de par sa structure et de par les coûts qui sont liés à l'offre financière. Et donc c'est dans ce sens que nous avons commencé à réfléchir à une diversification de l'offre financière pour qu'elle réponde à l'ensemble des besoins de la population. Par exemple, dans un village où il y a, par exemple, on va dire 15 familles, c'est difficile pour une banque d'ouvrir une agence rien que pour ces 15 familles. Donc, par contre, des solutions de paiement digital basées sur des services financiers peuvent répondre, parce que le coût il est moins important que celui des banques. Donc voilà, c'est pour ça que au niveau des obstacles de l'inclusion financière, il y a lieu aussi de lever l'obstacle lié à l'innovation financière en diversifiant l'offre financière. Donc, une analyse approfondie du secteur a été réalisée au sein de la BCM. De nouveaux entrants sont arrivés. Donc, la Banque centrale a accordé des agréments à d'autres acteurs, pas bancaires seulement, dont les opérateurs téléphoniques, des fintechs et des opérateurs de transfert d'argent. Donc, nous ouvrons la porte à l'innovation en vue de développer l'inclusion financière, et nous la considérons comme un levier à l'inclusion financière. Maintenant qu'on a ouvert cette innovation, il reste important de noter qu'il y a un risque lié à l'innovation. Ce risque, il se situe au niveau de la sécurité, et il se situe également au niveau des décisions des consommateurs. Nous ne pouvons pas oublier que l'une des missions principales de la Banque centrale est de protéger le consommateur. Et donc, le protéger va aussi dans le sens de l'éduquer financièrement pour une prise de décision éclairée sur les risques. Donc, par exemple, un cas d'usage du wallet, juste pour qu'on introduise un petit peu, le wallet, en fait, chaque sujet du digital répond à une problématique réelle. Le porte-monnaie électronique, c'est comme ce porte-monnaie par exemple, c'est quelque chose
c'est un objet dans lequel on met une petite somme pour payer des petites choses. Donc, ce n'est pas un compte destiné, par exemple, à recevoir, par exemple, de l'épargne. Vous voyez, moi, dans ce petit porte-monnaie, je ne vais pas mettre tout ce que je possède. Vous savez, à la base, avant l'arrivée du numérique, vous n'allez pas mettre dans un petit porte-monnaie et la maison, et si on a de l'or, et si on a quelques millions, on ne va pas tout mettre dans un petit porte-monnaie et se balader avec en ville. Parce que le risque est très important de perdre tout simplement tous ces biens. L'ensemble de ses biens suite à un accident. Donc ce qui s'applique à la réalité s'applique également au numérique. On ne peut pas, par exemple, même si on en a envie, le rôle aussi de la Banque centrale est de nous protéger contre, par exemple, des décisions qu'on peut prendre à la légère et qui peuvent nous induire dans un risque trop important, et ce risque peut aller au-delà de nous, peut impacter aussi l'ensemble du secteur. Et donc c'est dans ce sens qu'il y a une offre financière riche qui gagnerait quand même à être développée davantage, mais pour chaque cas d'usage, il y a une solution numérique, et cette solution doit être utilisée à cette fin pour laquelle elle était créée. Si jamais il y a un mauvais usage de l'une des solutions, la Banque centrale, par exemple, si elle n'a pas régulé, elle ne peut pas intervenir. Vous savez, on juge à partir d'une réglementation ou d'une loi. On est dans un pays de droit. Si les textes ne sont pas présents, la Banque centrale ne peut pas intervenir. Elle reste quand même le régulateur du secteur. Mais pour pouvoir être saisie, par exemple, par un consommateur, il faut qu'elle puisse réagir, et pour ce faire, il faudrait qu'elle ait déjà réglementé la question, le sujet en question. C'est pour cette raison-là que je pense que cette réglementation arrive au bon moment, parce que nous venons de développer ce secteur en ouvrant la porte à des nouveaux entrants, et bien entendu, il faudrait que l'exigence de la Banque centrale soit au même niveau et qu'elle soit toujours neutre, et par rapport aux acteurs financiers et par rapport à la technologie. Et c'est dans ce sens que ce texte arrive. C'est dans ce sens que ce texte arrive pour justement donner à chaque acteur les mêmes droits que l'autre, et donner finalement l'avantage de la technologie au consommateur final qui est finalement les cibles de l'inclusion financière, celles qui sont incluses à travers ces solutions qui n'existaient pas avant, et qui doivent quand même se rendre compte qu'il y a un risque qui est toujours inhérent à l'utilisation des nouvelles technologies. Mariam, quel avantage offre cette fixation de plafond aux Mauritaniens que nous sommes, qui sont habitués à avoir à portée de main leur argent et en disposer quand on veut? En fait, je vais commencer là où a fini là, parce que en fait, comme elle a si bien dit, c'est un portefeuille électronique. Donc, on ne peut pas tout loger dans ce portefeuille électronique. Il est censé donc régler la vie au quotidien, les dépenses au quotidien, les factures, certains les paiements au magasin, les achats. Donc, ce portefeuille électronique, il est assujetti à des conditions légères par rapport à un compte bancaire normal. Donc, du coup, il y a des plafonnements et il y a des KYC simplifiés. Donc, pour les gens qui ne veulent pas avoir un compte bancaire, ils veulent avoir juste un portefeuille électronique pour leur permettre de gérer leur vie au quotidien, de faire le règlement. Donc, c'est à ce genre-là que ce produit est destiné. Et c'est une large population qui bénéficie de cela. D'après nos chiffres, c'est à peu près 80% qui bénéficient
des montants de faible niveau. Donc, le pourcentage qui reste va bien sûr bénéficier de ce service, mais aussi il y a d'autres gammes de services bancaires et financiers offerts par les autres acteurs sur le secteur. Effectivement, il y a de nouveaux acteurs qui vont travailler et qui vont présenter ce portefeuille électronique. Ces acteurs sont agréés sur la base d'un capital spécifique approprié à leur taille. Donc, il faut un produit aussi approprié à leur taille. Et c'est les sociétés télécom nouvellement agréées, c'est les fintech, c'est les établissements de paiement. Les anciennes sociétés de transfert ont transformé leur statut en une société de paiement et ils ont respecté les conditions nécessaires pour arriver à ce stade. Donc, ces opérateurs vont offrir ce produit en parallèle avec les banques. Donc, les banques offrent toujours ce produit, mais ils ont d'autres aussi produits à offrir à leur clientèle. Il y a d'autres aussi infrastructures qui permettent de gérer le flux de ces transactions. Mais ce paiement instantané comporte beaucoup de risques et a été plafonné. Et il répond aussi à un besoin spécifique, disons, faible. Donc, selon les statistiques, une large partie de la population utilise ce niveau-là qu'on avait plafonné. Donc, pour les autres, c'est généralement des professionnels peut-être, pour lesquels il faut une identification complète. Il faut peut-être un autre service à leur proposer, un compte bancaire peut-être complet et des outils d'identification, de connaissance complète, parce que les transactions sur la porte-monnaie ne doivent pas être des transactions aussi importantes. Et c'est la pratique ailleurs aussi. Ça, c'est la pratique dans tous les pays. Quand on regarde, par exemple, l'IMOA, on trouve qu'il y a un plafond de 2 millions de francs CFA, c'est-à-dire à peu près 127 000 MRI. Et le Maroc, c'est 3 niveaux. Et le niveau le plus important, c'est 20 000 dirhams. C'est à peu près 78 000 MRI. Donc c'est une réglementation qui s'installe partout. C'est une bonne pratique. Et on est dans le même cas de figure. Donc c'est pour cela qu'on fixe toujours un plafond pour les wallets, mais on a quand même révisé ce plafond à la hausse ces derniers jours pour tenir compte aussi des besoins spécifiques de la population. Quels sont les moyens de paiement existants? Quelles sont les principales réformes dans le domaine? Ces textes constituent une régression en termes de souplesse, diront certains citoyens, dans le transfert des fonds et des transactions. Est-ce qu'on n'a pas régressé un peu par rapport à ce qu'on offrait, ce qu'on mettait à la disposition de vos clients, de nos concitoyens? Alors, merci infiniment pour cette question. Donc, juste avant d'en arriver aux moyens de paiement existants, je voulais juste rappeler que l'année dernière, il y avait la réforme sur l'inclusion financière, donc qui était composée de plusieurs phases. Donc, je viens d'évoquer l'analyse profonde de l'offre financière, de la demande de la population. On a analysé un échantillon suffisamment grand pour savoir quels sont les besoins réels de la population. Et c'est dans ce sens qu'on s'est dirigé vers la rédaction des recommandations et la formulation d'une stratégie nationale d'inclusion financière, accompagnée bien sûr d'une large structure de gouvernance incluant 4 niveaux. Et ces 4 niveaux sont le Conseil national de l'inclusion financière présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, le niveau du comité de pilotage présidé par le gouverneur de la Banque centrale, les groupes techniques composés par des experts techniques de l'ensemble des institutions qui peuvent être concernées par l'inclusion financière et une entité de gestion qui joue le rôle de facilitateur pour ce dispositif. Alors, pourquoi nous nous embêtons à mettre en place ce grand dispositif qui a été adopté en décembre par décret ministériel
Parce que en fait, l'échange et le partage des informations, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, nous voulons prendre les bonnes décisions, nous voulons consulter les différents benchmarks, mais nous voulons aussi faire participer l'ensemble des concernés. Par exemple, le Conseil national de l'inclusion financière, en plus des différents ministères qui sont concernés, la Banque centrale, il inclut également des représentants académiques, des représentants de la société civile, etc. Donc il est assez complet pour que l'ensemble des avis soient pris en compte. De même, le comité de pilotage, il inclut l'association bancaire, l'association de la microfinance, des représentants des différents ministères et des représentants de la stabilité financière, etc. Donc, l'échange et le partage avant chaque décision, c'est quelque chose qui nous a pris du temps parce que nous avons mis en place cette structure et ce dispositif de gouvernance, mais c'est quelque chose pour nous qui en vaut la peine. L'idée pour nous, c'est de nous conformer aux meilleures pratiques internationales. Et c'est dans ce sens qu'on a mis ces dispositifs de gouvernance, bien que complexes, mais au moins, il nous permet d'échanger avec tous les concernés de différents sujets. Et donc, cette formulation de la stratégie nationale a été accompagnée aussi de plusieurs réformes qui étaient prises en urgence. Donc il y a ces textes sur lesquels il y avait des travaux qui étaient en cours. Il y a d'autres réglementations. Par exemple, on a assoupli les exigences pour les établissements de monnaie électronique. Ça a été évoqué par Madame la DG dans le but de promouvoir encore les fintechs et de donner la possibilité à des petites entreprises de pratiquer cette activité qui peut être créatrice de valeur et qui peut aussi créer de l'emploi. Donc nous avons diminué de 50% le montant exigé pour la garantie et le montant exigé en termes de capital. Donc en fait nous allons vraiment vers la promotion de l'innovation en vue de promouvoir l'inclusion financière et nous prenons différentes mesures dans ce sens. Hausser les taux ou les seuils, c'est quelque chose d'important pour nous parce que nous avions une réglementation qui a été promulguée en 2022 et qui exigeait des seuils qui sont, en notre sens, trop faibles. Et c'est dans ce sens-là que l'intervention de la supervision bancaire était de rehausser ces seuils pour qu'ils soient pas seulement pour la population la plus vulnérable, mais également pour la population de classe moyenne qui peut être un vrai moteur d'inclusion financière. Et donc, il y a ces différentes mesures qui s'ajoutent à d'autres mesures. Par exemple, nous avons rendu l'interopérabilité obligatoire à travers un texte qui a été promulgué en juin dernier et qui va rentrer en vigueur mi-avril. Donc, l'idée pour nous, c'est quelle que soit la solution dont un utilisateur dispose, qu'il puisse envoyer vers une autre solution sans se soucier et sans avoir à télécharger l'ensemble des différentes applications et à créer des comptes en doublon dans l'ensemble de ces applications. Et ceci nous permet aussi d'avoir la possibilité de superviser et de monitorer, par exemple, des statistiques liées à l'inclusion financière, parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément de doublons qui sont dus à l'absence de l'interopérabilité. En parallèle, nous avons fait d'autres mesures. Par exemple, nous avons lancé un projet sur une sandbox réglementaire. C'est un levier très important pour l'inclusion financière parce que ça nous permettra d'accompagner l'innovation dans le secteur financier par des tests de cette réglementation et la faire évoluer pour qu'elle accompagne le développement technologique dans le pays. Nous avons mis en place un DigiLab au niveau de la Banque centrale dont l'offre va être bientôt
développé. Nous avons travaillé sur une stratégie nationale d'éducation financière accompagnée d'un vaste programme pour expliquer à l'ensemble de la population l'offre financière existante, son intérêt, mais aussi les risques qu'elle peut comporter. Donc, ces textes et cette réforme sur les CEI qui va quand même dans le sens de les rehausser, s'inscrit parmi une grande liste de réformes qui sont actuellement en cours à la Banque centrale et dans les autres institutions en vue de promouvoir l'inclusion financière. Cela m'amène un peu à vous poser une question relative aux principaux usages d'un compte de paiement pour les personnes morales, Mariam. D'accord, merci. Donc, l'usage, en fait, les personnes morales sont plutôt, ils adhèrent à ce produit spécifique pour recevoir de la part de leur clientèle des paiements donc instantanés en contrepartie des services et des biens achetés ou accordés. Donc la personne morale, d'habitude, dans ce genre de produit qui est destiné en général aux particuliers, il est plutôt, c'est un client receveur donc des paiements des autres clients. Par contre, il y a disons, des exigences un peu spécifiques à cette personne morale parce que il faut une diligence. Il faut appliquer la due diligence à cette institution. Cette institution, il faut que cette institution se présente aux prestataires de services de paiement qui sont les banques, les fintech, les sociétés de télécom, les sociétés d'établissement de paiement électronique. Donc cette personne-là, elle doit se présenter avec tout son dossier à l'appui pour donc s'assurer de son identité effective, de son activité, est-ce qu'elle est licite ou pas. Parce que généralement, ce genre de produit est destiné aux particuliers et les étudiants, par exemple, qui n'ont pas accès à un compte bancaire, les personnes dans des zones un peu éloignées des services bancaires. Donc, c'est des gens aussi qui sont non bancarisés, qu'à cause de leurs revenus, les banques les refusent généralement. Donc, ils trouvent leur solution dans ce compte de paiement. Ce wallet, il leur permet d'avoir quand même accès à des services financiers de base. Donc, la personne morale, elle a l'accès aussi pour quand même offrir à ces clients-là le paiement, l'offre. Donc, c'est dans ce cadre que la personne morale est bénéficiaire d'un wallet. Donc, elle peut aussi, à son niveau, faire les paiements liés à ses factures, mais pas au-delà de ça, parce qu'elle a son compte bancaire, elle est supposée avoir une activité plus large, donc elle peut mouvementer le fonds de par son compte wallet vers son compte large, bancaire, plus large. Voilà, donc il n'y a pas de plafond en termes de règlement de facture pour cette personne morale, mais par contre, pour les montants qu'elle reçoit, il y a 5 millions en Sénégal qu'elle doit tout le temps donc virer à son compte bancaire. Il ne faut pas qu'elle le laisse dans le compte toilette parce que ce n'est pas un compte receveur de dépôt, c'est un compte de paiement. Il est censé gérer les paiements, donc il ne doit pas abriter de dépôt au sens classique du terme. Les dépôts sont pour l'intermédiation bancaire, sont des ressources bancaires, des ressources financières, mais dans le cadre de Wallet, les dépôts ne sont pas autorisés à avoir des comptes de dépôt ni des comptes de prêt. C'est vraiment des comptes de paiement, destinés essentiellement au paiement. Donc la personne morale, elle n'intervient que dans ce cadre. C'est pour cela qu'elle doit, au fur et à mesure que son solde soit important, elle doit donc le virer à son compte bancaire et le gérer comme elle veut au niveau de ce compte. Les citoyens doivent certainement se demander est-ce qu'il y a des projets de la Banque centrale de Mauritanie pour l'interopérabilité entre les différentes applications qui existent actuellement. Alors, merci infiniment pour cette question. Donc, j'ai évoqué dans la question précédente le fait qu'il y a deux projets. Enfin, j'ai évoqué l'interopérabilité, mais en effet, il y a deux projets. Pour l'interopérabilité, il y a un premier niveau d'interopérabilité qui est prévu à mi-avril
entre l'ensemble des solutions existantes actuellement et qui sont connues par le grand public. La Banque centrale travaille en parallèle sur un projet beaucoup plus grand, sur un système national de paiement instantané. Celui-ci va inclure l'ensemble des acteurs financiers, donc la microfinance, les fintech, etc., les banques, etc. Et donc, il y a 2 projets qui sont en cours. Le premier est déjà prêt. Il est porté par la Gintel et pour lesquels il y a déjà des solutions qui sont interopérables. Et bien sûr, la cible est que l'ensemble des solutions existantes et connues soient interopérables à mi-avril. Je voulais juste revenir à la question précédente concernant les paiements existants. En fait, je voulais préciser qu'il y a plusieurs types de paiements. Donc, les paiements, il y a le virement, il y a le prélèvement, il y a la traite, il y a le paiement par chèque, etc. Donc, les solutions de paiement digital constituent un volet de ces paiements. Donc, parallèlement à la réforme sur les paiements digitaux, leur promotion, il y avait aussi une réforme beaucoup plus globale qui impacte l'ensemble des banques et qui est un projet d'infrastructure financière complet, incluant une chambre de télécompensation, un système de règlement brut en temps réel et un dépositaire central des titres. Alors, aujourd'hui, on n'a, je ne pense pas, suffisamment évoqué cette réforme, mais on peut aujourd'hui faire des virements, des prélèvements, on peut payer des gros montants à travers l'RTGS, qui est un système de paiement en temps réel. Et ces systèmes-là, ils ne servent pas seulement les banques, ils servent bien entendu les clients finaux des banques. Donc à travers ce système, donc chaque citoyen désireux de faire un paiement de gros montants peut l'initier à travers un virement ou un paiement par chèque qui va être traité à travers le processus interbancaire, c'est-à-dire que sa banque, il va initier le paiement via sa banque, qui va l'acheminer vers le système de télécompensation, qui va effectuer le règlement dans le système RTGS et qui va finalement le virer vers le bénéficiaire final. Alors, cette réforme, à terme, elle va être extrêmement, elle va permettre d'effectuer des paiements extrêmement rapidement parce que la télécompense ne prend quasiment pas de temps. On a gagné sur le papier, on a gagné sur la difficulté et le risque de porter des instruments dans sa propre main qui sont des papiers. Maintenant, elle comporte 2 phases. La première phase, elle est déjà accomplie, qui consiste à développer ces systèmes et à les mettre en production, à commencer les échanges. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, pour que ça soit de bout en bout, donc accélérer encore plus les paiements, il y a une phase qui s'appelle les STIPI, c'est-à-dire que le système bancaire de chaque banque, qu'il soit connecté en temps réel au système ATS et que l'acheminement se fasse en temps réel. Donc la première phase qui consiste à mettre en place des solutions standards basées sur les derniers standards internationaux, à savoir l'ISO 20022, donc c'est fait. Les systèmes sont en production et ils échangent depuis le 28 novembre 2023. Maintenant, il reste cette phase qui consiste en fait à connecter en temps réel les systèmes,
le core banking system de chaque banque a ses systèmes, sachant qu'il y a des banques déjà qui sont STP, mais bon, il en reste encore. Et pour cette fluidité, il faut que l'ensemble des banques soient connectées en temps réel. Vous savez, elles n'ont pas toutes les mêmes moyens, donc aussi et elles n'avaient pas à la base les mêmes systèmes. Pour certaines, elles avaient des systèmes beaucoup plus à jour que d'autres. C'est quand même une réforme exigeante qui demande à émettre des l'ISO 20022 qui sont la dernière, on va dire, la dernière innovation en termes de paiement. Et donc, certaines sont déjà à jour, elles peuvent échanger en temps réel, d'autres, ce n'est pas encore le cas, ce qui fait que l'effet très important de cette réforme va être perçu d'ici 1 mois ou 2, le temps de finaliser la connexion en temps réel de l'ensemble de banques à cette plateforme. Donc, pour les gros montants, c'est le système national de paiement qui est l'ATS, qui vise ce segment-là. Pour les petits montants, on vise, ils sont visés via ces applications mobiles qui sont une solution de paiement offerte par différents acteurs. Ça peut être des banques, des opérateurs de télécom, des fintech ou des opérateurs de transfert classiques. Et ça, c'est vraiment important parce que nous avions une proximité de ces opérateurs aussi avec la population. Et cette activité était quasiment informelle. Donc maintenant, avec ces systèmes, ça nous permettra aussi je pense la DG pour en dire un mot, on pourra mieux superviser, surveiller également ces différents paiements parce qu'on ne peut superviser et surveiller efficacement en temps réel qu'est-ce qui est déjà numérique et c'est plus rapide et plus facile pour nous que les reportings sur papier, bien évidemment. Voilà. Les téléspectateurs qui nous suivent, mais également vos clients, doivent se demander quels facteurs pourraient conduire à une modification des plafonds fixés par la Banque centrale de Mauritanie, selon les développements du marché et l'évaluation des risques également. Merci pour cette question qui, à mon sens, elle comporte déjà un peu la réponse. Parce qu'effectivement, la révision des plafonds sont fixés selon effectivement les études du marché, son développement, son éducation déjà, et aussi l'évaluation des risques liés à ces applications, à ces supports de paiement électronique. Donc la Banque centrale, même en édictant les textes, elle a révisé dans 2 ans. Ça fait que 2 ans, elle a révisé déjà, au vu de l'évolution des choses. On a rehaussé donc les seuils qui étaient trop bas et on a, comme on a dit, on a un peu unifié les niveaux parce que c'était complexe pour les opérateurs de l'appliquer parce qu'il y avait plusieurs niveaux. Il y avait même parfois un peu des chevauchements entre les niveaux parce qu'il y a établissement de monnaie électronique, il y a établissement de paiement, il y a des niveaux par prestataire et par type d'opération. Donc, rien n'empêche aussi qu'après un temps d'application aussi, la Banque centrale va voir est-ce que la place est assainie, est-ce que les applications bancaires sont à la hauteur, est-ce que la population est éduquée déjà, parce qu'on sait qu'il y a une grande partie de la population qui ne comprennent même pas qu'est-ce que c'est un compte de paiement, qu'est-ce que c'est un compte bancaire. Donc il y a un peu un amalgame, même au niveau des solutions existantes, il y a aussi cette problématique qu'on est en train donc de mettre de l'ordre dans ce secteur, et ça suit un contexte un peu général de régulation du secteur, de mise de bonnes pratiques. Le début d'année, ça a été le rehaussement du capital minimum à un niveau très élevé déjà. C'était des réformes importantes en termes de régulation et donc le secteur des paiements électroniques suit aussi un peu cela. Tout cela, c'est pour un peu rendre le secteur solide, résilient et inclusif, Inch'Allah, espérons qu'on va réussir à mettre toutes ces réformes en place. Et on a déjà des expériences assez réussies l'année passée pour les réformes qui ont été mises en place par la Banque centrale. Et ça va continuer, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, cela m'amène à vous poser une question sur l'éducation financière, puisque Mariam a parlé de la sensibilisation, l'utilité de faire une sensibilisation. Est-ce qu'il y a des réformes attendues
de la part de la Banque centrale dans ce cadre? Alors, merci infiniment pour cette question. En effet, il y a une réforme qui est en cours. Donc, on a déjà diagnostiqué la partie besoin en termes d'éducation financière. On a mis en place une stratégie d'éducation financière qui va être adoptée prochainement, accompagnée d'un vaste programme d'éducation financière. Donc, bien entendu, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de la nouvelle stratégie nationale d'inclusion financière. Il peut être utile aussi de rappeler les principaux axes stratégiques qui donnent un petit peu le cadre des différentes réformes qui sont incluses dans cette stratégie. Donc nous avons, en termes d'axes stratégiques, par exemple, le premier axe est développer la finance numérique et en faire un levier d'inclusion financière. Donc j'ai évoqué tout à l'heure le projet du DigiLab, la sandbox réglementaire, l'interopérabilité, le développement du secteur financier pour qu'il y ait plusieurs acteurs et en fait pour développer aussi l'innovation dans le secteur, accompagné de plusieurs autres projets, par exemple le CDBC qui est la monnaie digitale de la Banque centrale que nous explorons, etc. Donc il y a tout un ensemble de projets qui sont prévus et qui se situent sous l'axe développer la finance verte, la finance numérique et en faire un levier d'inclusion financière. Le deuxième axe est renforcer l'éducation financière et la protection des consommateurs. Donc, dans cette partie-là, on a tout le volet éducation et communication financière qui contribuera à la protection des consommateurs, mais il y a aussi le volet régulateur et réglementation. Donc, il y a tout le volet réglementation. Alors, il y a des réformes qui sont déjà entamées dans les textes sur lesquels nous échangeons, mais il y a aussi un projet de mettre en place une loi sur l'inclusion financière comportant l'ensemble des aspects liés à l'inclusion financière et aussi les aspects liés au cashless, c'est-à-dire la réduction de l'utilisation du cash. Donc nous sommes déjà au niveau de la sélection de la firme qui va nous accompagner pour le texte. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons donc les différents programmes d'éducation financière qui sont destinés aux populations en langue nationale. Nous avons également des portails, donc, dont un qui va être dédié à l'inclusion financière, qui permettra à la population d'avoir des informations en termes de, par exemple, statistiques sur l'inclusion financière, en termes de formation, utile pour eux. Donc c'est quelque chose qui a déjà commencé. On vise de le terminer dans 3 mois. Et donc il y a plusieurs projets qui se situent au niveau de la partie éducation financière et protection des consommateurs. Le troisième axe stratégique de la stratégie nationale d'inclusion financière est de renforcer la stabilité à travers une meilleure supervision. Comment la supervision peut être améliorée? Je pense que DG Mariam pourra en parler, mais le premier outil déjà à donner aux régulateurs, c'est d'avoir une réglementation lui permettant d'intervenir. Notre outil, en fait, le régulateur, son outil, c'est la réglementation. Quand il met en place une réglementation, il peut l'appliquer. On ne peut pas appliquer quelque chose qu'on n'a pas mis en place. Donc, il y a ce volet-là, donc réglementer les différents sujets qui arrivent avec l'innovation, et puis après aussi développer la capacité de superviseur, lui donner les outils nécessaires pour ce faire. Et je pense que plusieurs projets sont en cours. Je laisse à Madame la DG le soin si on a le temps de s'étaler là-dessus. Il y a deux autres axes stratégiques, parce que c'est 5 axes en tout. Le quatrième axe, c'est de promouvoir la finance verte inclusive. On pense que maintenant, c'est très important dans un environnement où les changements climatiques impactent de plus en plus les populations vulnérables et en particulier les cibles de l'inclusion financière. Il est très important de promouvoir la finance verte inclusive et d'en faire aussi un levier de l'inclusion financière. Et nous avons toute une feuille de route qui tourne autour de ce sujet qu'on aura l'occasion, je pense,
d'en échanger ultérieurement. Le cinquième axe est de faciliter le financement des projets à impact économique et social. Donc pourquoi le financement est un sujet important pour l'inclusion financière? Parce que l'inclusion, elle a plusieurs dimensions. Donc la première dimension, c'est de donner l'accès à des services financiers basiques. Le deuxième volet, c'est l'usage. Le troisième volet, c'est la qualité. Donc premièrement, il faut déjà qu'il y ait une offre, que les personnes qui ne peuvent pas utiliser les services bancaires classiques, qu'elles puissent quand même accéder à l'offre financière à travers les outils de la finance numérique. Deuxièmement, il faut que après l'accès, il faut que l'accès soit suivi d'une utilisation. Par exemple, j'ouvre un compte wallet, j'ai ce compte, mais si je ne l'utilise pas, j'impacte pas, je suis incluse financièrement, mais la dimension usage n'est pas remplie, c'est-à-dire que je vais toujours continuer à utiliser le cash parce que mon compte va me servir seulement à faire un dépôt ou un retrait. Et dans ce cas-là, dans la chaîne de valeur, une présence importante du cash reste et on n'est pas à notre objectif. Après, la qualité, c'est quelque chose d'important parce que donner l'accès à une solution est important. Faut-il encore que cette solution soit de qualité? Et pour ce faire, il faut que l'offre financière se développe et qu'il y ait aussi une prise en compte des retours via les enquêtes qu'on lancera de temps en temps pour savoir ce que pensent les populations de l'offre existante. Est-ce qu'elle couvre l'ensemble de leurs besoins? Est-ce que c'est une offre de qualité? Donc ça, c'est pour les populations. Les petites, micro et moyennes entreprises aussi, c'est une cible importante de l'inclusion financière. Dans les statistiques que nous avons, l'accès au financement constitue encore un frein important à l'inclusion financière de ces petites sociétés et à leur développement. Donc, par exemple, il y a une mesure sur le fonds de garantie permettant de garantir les projets qui répondent à certains critères et qui sont importants pour le développement économique et social du pays. Et donc, ces projets sont garantis via ce fonds de garantie et c'est dans ce sens qu'on se situe au niveau de l'inclusion financière. Donc, quand on n'a pas de garantie parce qu'on est une petite société, on a un projet, qu'on puisse quand même être garanti par ce fonds parce que tout le monde n'a pas des biens forcément immobiliers qui peuvent constituer des garanties. Donc, c'est tout un ensemble de réformes qui sont toutes sous le volet inclusion financière et dans lesquels il y a des sujets qui sont liés à la supervision, des sujets qui sont liés au financement, des sujets qui sont liés à l'innovation et c'est d'où aussi l'importance de cette structure ou dispositif de gouvernance qui est inclusif, qui inclut l'ensemble des acteurs pour pouvoir échanger avec eux tous des différents sujets, mais aussi pour que chacun puisse prendre sa responsabilité en menant les réformes qui sont nécessaires pour la promotion de l'inclusion. Mariam, l'émission touche à sa fin. Il nous reste encore 10 minutes et on a un long questionnaire. Le temps ne suffira pas certainement à poser toutes les questions nécessaires pour édifier, éclairer nos téléspectateurs, vos clients, sur ces mesures, cette initiative de la Banque centrale de Mauritanie. Mais je m'en vais quand même vous demander quelle est la valeur monétaire maximale pouvant être stockée sous forme d'unité de monnaie électronique dans un compte de paiement. Quels sont les plafonds fixés pour les personnes morales concernant la valeur monétaire stockée dans un compte de paiement? D'accord, je vous remercie pour cette question. En fait, la valeur... c'est-à-dire l'objet de fixer une valeur monétaire maximale sous forme d'unité monnaie électronique dans un compte de paiement, c'est, comme on a dit, c'est une façon d'offrir un service un peu spécifique à une clientèle un peu spécifique et de façon à gérer, limiter les risques. Il y a des risques opérationnels, risque de fraude, risque de dérèglement dans la composition de code par exemple, risque criminel, fraude, perte et autres. Et il y a bien sûr le risque donc lutte anti-blanchiment. Donc on est obligé d'être
de respecter les exigences en termes de conformité et aussi en termes de risque. Donc, c'est ça. Donc, en termes de lutte anti-blanchiment, il y a deux choses. Il y a soit un compte complet avec un KYC complet, et c'est un compte, généralement un compte bancaire, qui a un KYC complet, une connaissance approfondie du client. C'est un client qui va venir à la banque, faire l'entretien nécessaire, la connaissance du client, ses revenus, qu'est-ce qu'il touche à l'année, l'objet de son activité, qu'est-ce qu'il fait avec ce compte, quel est l'objet de l'ouverture de ce compte. Et ça va permettre après à chaque fois qu'il y a une transaction importante sur son compte, d'alerter le système interne de l'institution. Attention, il y a tel client qui a enregistré une transaction inhabituelle. Une transaction, il y a un soupçon, donc, en quelque sorte. Donc, ça va amener l'institution à faire les investigations nécessaires. Soit elle va questionner son client, ou soit elle va, si elle ne trouve pas de justificatif légitime de cette transaction, elle va déclarer le soupçon chez l'unité mauritanienne d'enquête financière. En ce moment-là, donc, c'est comme ça qu'on va lutter efficacement contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme. Le risque de crimes de drogue, de fuite fiscale et autres. Donc, il y a ce produit, donc c'est spécifique. Cette valeur monétaire stockée dans un compte de paiement, c'est une sorte de limiter le risque, ce genre de risque. Et on demande une exigence simplifiée. Il est permis dans les exigences et les recommandations dans le domaine de lutte anti-blanchiment d'accepter un certain service simplifié, avec des KYC simplifiés et avec un traitement donc un peu spécifié. Mais il faut quand même plafonner les choses et il faut le réglementer de façon spécifique. C'est pour cela qu'il y a des normes spécifiques et des plafonds aussi spécifiques. Et c'est pour cela qu'il y a ce compte un peu spécifique qu'on appelle compte de paiement, que les gens aussi appellent communément wallet électronique. Donc, c'est ça vraiment la grande différence. Le solde bancaire, il n'y a pas de limite. On ne peut pas avoir un compte bancaire avec limite parce qu'on connaît les clients. On connaît ce qu'il fait, l'objet de son compte, ses transactions, et on a des alertes partout pour savoir quand est-ce qu'il va recevoir un montant important. Donc, laisser un peu les gens exploitent un compte wallet avec des montants importants, avec des transactions importantes de centaines de millions, ça expose les pays à un risque majeur. Ça expose les pays à un risque majeur de conformité. Et ça sur le plan macro, c'est un risque énorme. C'est lesquels on peut être même l'objet de sanctions internationales, on peut être classé en liste grise, ou zone grise ou liste même noire, donc avec l'isolement à l'international et autres. Donc vraiment Est-ce que ces mesures, est-ce que ces vérifications suffiront à s'assurer, par exemple, que le client ne figure pas sur les listes noires? Oui, voilà, donc ça c'est l'élément de base que chaque institution doit vérifier. Mais n'empêche que après, il y aura peut-être des mouvements qui vont alerter donc sur sa situation réelle. Même la fuite fiscale, peut-être la liste n'y figure pas. Donc la fuite fiscale, c'est un crime de LBC. La corruption, la drogue bien sûr, et les opérations donc criminelles, les activités criminelles, on peut le détecter quand il y a une connaissance approfondie du client. Le wallet n'offre pas cette connaissance approfondie. C'est un wallet plafonné, spécifique, avec des montants spécifiques, et il n'est pas possible de gérer dans le wallet des comptes avec des transactions importantes. Ça carrément, c'est quelque chose qui est, sur le plan conformité, très 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 dangereux. On se demande là, à qui s'appliquent ces textes, ces mesures? Alors, merci infiniment pour cette question. Je voulais juste peut-être revenir sur ce sujet. Nous sommes une institution régulateur du secteur financier. Donc, chaque membre de ce secteur répond à des exigences en termes de conformité, mais en tant que pays aussi, nous avons des engagements auxquels on doit se tenir, et ce pour notre réputation et pour la confiance des investisseurs dans le pays. Et c'est des éléments qui sont contrôlés, vérifiés et vérifiables. Et donc c'est dans ce sens que la conformité est extrêmement importante, que ce soit en interne pour protéger les personnes, donc toutes les questions qu'on a déjà évoquées concernant la protection des consommateurs, mais vis-à-vis de l'international, parce que
il faut avoir pris des mesures dans le sens de la lutte contre le blanchiment et le financement des terrorismes. Et c'est une exigence internationale à laquelle l'ensemble des pays du monde doivent se plier. Et la Mauritanie, dans ce sens-là, via la Banque centrale, a déjà pris des mesures et vient de les compléter par les textes qui viennent d'être adoptés. Concernant j'aimerais quand même préciser que, Dieu merci, nous n'avons pas une question importante actuelle sur la fraude ou sur le financement du terrorisme, que la supervision bancaire quand même prend ses dispositions, la Banque centrale aussi, mais les institutions financières font beaucoup d'efforts et c'est quand même un travail qui est à saluer ici pour veiller jour et nuit peut-être à ce que les transactions qui sont réalisées sur le territoire soient des transactions licites et donc permises par la réglementation nationale et les réglementations internationales. Donc dans ce sens-là, c'est important de continuer à progresser sur les normes internationales, à être en conformité par rapport aux autres et à prendre les bonnes mesures, même si on n'a pas actuellement une situation d'urgence ou une situation qui nous oblige ou qui nous pousse à prendre des mesures en urgence. C'est un projet sur lequel nous progressons depuis un an, je pense, et sur lequel il y a eu des échanges qui ont abouti à ce texte. Et on espère aller encore plus dans la souplesse. On ne peut que l'espérer quand on est dans l'inclusion financière et éventuellement aller vers plus de souplesse et une augmentation des CCI sur la base, bien sûr, de la réalité du marché. Et maintenant, c'est très important pour l'inclusion financière aussi, une supervision proactive qui fait une réglementation, mais également qui voit comment ça se passe sur le secteur et au niveau du marché et qui s'améliore en continu pour avoir des textes vraiment qui collent avec la réalité de la population. Justement, qu'est-ce qui nous permet d'être au courant des différentes avancées en matière de l'inclusion financière? Alors, vraiment, vous avez une minute puisqu'on a... Vraiment, aujourd'hui, nous sommes en train de développer le portail de l'inclusion financière qui va être disponible sous peu et sur lequel il y aura l'ensemble des informations concernant l'inclusion financière. On sera également visible sur l'ensemble des réseaux sociaux via ce portail et via nos réseaux sociaux pour partager avec les téléspectateurs, mais également nos cibles, les évolutions en termes d'inclusion financière, que ce soit en termes réglementaires ou les progressions technologiques et les activités en lien avec l'inclusion financière. Mariam, à la fin de cette émission, quelle conclusion pouvez-vous faire? Quel est le dernier mot, puisqu'il y a un temps imparti à l'émission? On ne peut que vraiment souhaiter la bonne chance pour le secteur financier et bancaire à la prise en compte de toutes ces réformes et l'adhésion. Et je salue de passage l'adhésion effective des banques dans toutes ces réformes menées par la Banque centrale. Il y a quand même une adhésion, une fusion, je veux dire quand même une prise de l'ampleur des projets et une concertation effective avec le secteur bancaire et financier. Par les banques. Oui, mais effectivement. Vous êtes quand même le banquier des banquiers, le patron des banquiers. Oui, comme on dit, le gendarme. Mais quand même, une forte intégration et implication du secteur bancaire et financier dans les réformes de la Banque centrale. Et on espère que cela, Inch'Allah, va mener à bien toutes les bonnes réformes, Inch'Allah. Merci beaucoup. Là, un dernier mot. Alors moi, je m'aligne aussi à Madame la DG. Je remercie le secteur financier pour les progressions, pour cette recherche d'innovation, pour les efforts en termes d'inclusion financière, en termes de conformité. Mais je remercie aussi
l'équipe de la Banque centrale pour les différents projets menés depuis l'année dernière. Je ne peux pas toutes les citer, mais il y en a plusieurs, que ce soit en termes de sécurité, en termes de développement des plateformes financières, l'ATS, la plateforme de change, d'autres réformes dans le secteur bancaire, financier, les statistiques, etc. Donc je les remercie aussi de contribuer à ces avancées et je remercie bien sûr l'ensemble de nos on va dire, chefs qui nous donnent cette occasion depuis 2 ans de pouvoir pleinement explorer l'innovation et de pouvoir tenter à mettre le pays quand même sur le chemin de l'innovation, mais aussi de la réglementation et de nous ouvrir la porte, de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs pour essayer aussi de suivre parce qu'il faut quand même regarder et il faut qu'on soit au même niveau que les autres pays. Il reste de l'effort à faire, mais beaucoup de projets sont en cours et ils vont permettre clairement de voir une différence par rapport à il y a 2-3 ans. C'est la fin donc de cette édition de votre émission hebdomadaire Zoom Sur que nous avons consacrée aux dernières mesures prises par la Banque centrale de Mauritanie. Merci donc à Mariam Metzain, directrice générale de la supervision bancaire et financière à la Banque centrale de Mauritanie, et un grand merci à Madame Lal Mentelkoth, directrice générale de l'inclusion financière à cette institution. Merci également à nos chers téléspectateurs, à nos chères téléspectatrices, aux équipes d'El Mauritania qui ont permis la réalisation de cette émission, et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre rendez-vous Zoom Sur. Au revoir.